Salut! Oui, c'est encore moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise sur le bout des doigts, acheter son premier bien immobilier. Bon, en vrai, je vais pas vous mentir plus longtemps, je suis toujours locataire. Voilà, c'est dit. Mais j'ai presque 30 ans et j'y pense. Du coup, je me suis renseigné et j'ai trouvé des petits trucs intéressants à vous partager, alors c'est parti. La première chose à faire quand on se sent prêt à réaliser son premier achat immobilier, ça paraît évident, c'est de définir précisément ce qu'on recherche. Ou du moins essayer de le faire le plus précisément possible, car bien sûr, la réalité n'est pas vraiment le genre de truc qu'on peut plier à sa volonté et il faudra probablement faire des compromis. En tout cas voilà, première étape, les critères de sélection. Et quel est le premier critère de sélection? La thune! Oui, l'argent, l'oseille! Évidemment, en priorité, il faut réfléchir à votre budget. Déjà, est-ce que vous avez un apport? Et si oui, de combien? Parce que ce chèque que vous êtes prêt à mettre sur la table, il va définir votre capacité d'emprunt à la banque afin de compléter l'enveloppe. Et comme c'est pas toujours simple d'imaginer ça seul dans son coin, vous pouvez réaliser des simulations en ligne. Certaines, comme celle que la Banque Postale met à disposition sur son site, vous permettent de vous rendre compte assez précisément d'un bon nombre de paramètres, comme la capacité d'emprunt du coup, mais aussi par exemple le montant des mensualités et les frais de notaire. C'est assez complet et bien fait. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien est en description. Et petit conseil supplémentaire, c'est important de vérifier le prix au mètre carré des biens que vous visitez. On n'est jamais à l'abri d'une surévaluation d'une propriété. Donc n'hésitez pas à comparer les offres immobilières pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Et quand on parle budget, il ne s'agit pas que des frais liés à l'achat que vous comptez réaliser. Vous allez devenir propriétaire et il y a plusieurs choses qui changent. Vous allez par exemple devenir responsable des travaux d'entretien et de réparation qui concernent le bien. Et les frais peuvent parfois être assez conséquents. Il y a aussi la taxe foncière à payer chaque année ou encore des assurances à souscrire. En tout cas, quand vous voyez le prix d'une propriété, n'oubliez pas que ce n'est qu'une partie de ce que vous aurez à payer. Bon, maintenant, intéressons-nous à des critères moins tournés sur l'argent, mais plutôt sur le bien en lui-même. Premièrement, parlons des différences entre acheter de l'ancien ou du neuf. Les biens immobiliers anciens ont généralement un avantage intéressant, ils sont le plus souvent situés en centre-ville, contrairement aux nouveaux biens qui, eux, ont dû être construits en périphérie. De plus, dans l'ancien, le prix est généralement 20 à 30% moins cher. Mais attention aux factures d'énergie. Par exemple, les biens anciens sont parfois très mal isolés et donc nécessitent des travaux d'isolation. Du coup, pour ce qui est du neuf, là vous êtes plutôt tranquille sur l'économie d'énergie puisque ces logements sont automatiquement aux normes actuelles. Puisque les installations sont récentes, elles sont généralement sous garantie, ce qui peut vous éviter des frais de réparation sur les premières années. Et surtout, acheter du neuf vous soulage de la taxe foncière, totalement ou partiellement pendant 2 ans, et les frais de notaire sont drastiquement réduits. 1% dans le neuf au lieu d'environ 5% dans l'ancien. Maintenant que vous avez choisi entre le neuf ou l'ancien, il reste encore quelques critères. Bon, je pars du principe que pour ce qui est surface, nombre de pièces, la vue, tout ça, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Ah si, je vous fais confiance. Maintenant, il y a quand même des petites choses à garder en tête. L'emplacement, par exemple, le quartier, l'étage du bien si c'est un appartement, et du coup, la présence ou non d'un ascenseur qui pourrait se répercuter dans les charges de copropriété. Et puis, comme on en parlait plus tôt, il faut rester attentif aux coûts d'entretien. Acheter un appartement pourrait paraître moins coûteux qu'acheter une maison, mais si c'est pour payer un ravalement de façade dans les mois qui suivent ou des frais d'entretien des parties communes trop élevés, c'est probablement pas le meilleur choix. En tout cas, une fois que vous avez trouvé le bien qui vous intéresse le plus, il est temps de passer la première étape de votre quête initiatique, les visites. Alors évidemment, on bombarde la personne qui nous reçoit de questions. En lien avec la propriété, bien sûr. Quel est l'état du bien ou de l'immeuble? Des rénovations sont-elles prévues? Des travaux ont-ils été réalisés récemment? Questionnez l'isolation thermique, phonique, tout. Prenez le temps de vous assurer que vous n'allez rien découvrir une fois l'achat effectué. Et si le bien nécessite quelques travaux, il est essentiel d'en faire une estimation avec des professionnels afin de proposer une offre d'achat cohérente. Vous pourrez même vous servir des devis comme argument lors des négociations. Du coup, une fois que tout ceci est validé et que tout vous convient, c'est le moment de faire une offre d'achat. Alors attention, là c'est juste une proposition, hein, on ne paye rien pour le moment. On négocie, si c'est possible, jusqu'à tomber d'accord avec le vendeur. À partir de là, vous signez un compromis de vente, c'est un document qui vous assurera que le bien vous est réservé le temps de la procédure, et puis on attend. Alors vous pouvez toujours vous raviser pendant les 10 jours qui suivent ce compromis de vente, mais si vous êtes toujours partant, 2 à 3 mois plus tard, c'est le rendez-vous chez le notaire pour la signature de la vente. Bon, après c'est pas non plus 2 à 3 mois où on peut tout laisser de côté. Vous devez profiter de ce délai pour tomber d'accord avec une banque qui voudra bien vous proposer un prêt qui vous convient. Et d'ailleurs, sachez qu'à la Banque Postale, vous pouvez faire votre demande de financement en ligne en quelques minutes. Ça peut vous faire gagner du temps. Et maintenant, on va rapidement parler d'un truc sérieux
mais c'est nécessaire. La banque va chercher à s'assurer que l'argent qu'elle vous prête lui sera restitué, même si vous décédez. Alors c'est pas drôle, mais c'est comme ça, et en plus c'est à vous de trouver l'assureur qui va vous garantir pour le risque de décès invalidité. Cette assurance, elle est toujours demandée par les établissements de crédit, donc faut s'en occuper. La Banque Postale propose d'ailleurs des services en la matière, encore une fois, tout est en description. Vous êtes donc maintenant en position de signer ce fameux contrat de vente. Petit rendez-vous chez le notaire, petit virement au notaire, gros virement au vendeur, et voilà, vous avez les clés. Moi de mon côté, j'attends plus que l'adresse, et j'arrive, fêtez ça avec vous, s'il vous plaît.